Le 10 juin 1970, le Paris Saint-Germain voit le jour. Né d'une fusion avec le club voisin de Saint-Germain, alors en D2, l'équipe doit surtout sa création à un formidable élan populaire, un élan instigé par le mythique président du Real Madrid, Santiago Bernabéu. Alors pourquoi Paris doit sa naissance à l'homme fort madrilène? Comment Bernabéu a-t-il contribué à la naissance en 1970 du club qui deviendra le plus titré de France? C'est l'histoire à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, une histoire complètement folle, c'est parti générique. Au milieu des années 50, le football des clubs, jusqu'alors cantonné aux sphères nationales, va s'étendre à l'échelle continentale. En effet, si des rencontres entre équipes de différents pays existaient déjà alors, les matchs européens vont prendre une toute autre tournure en 1955, date à laquelle va être créée la Coupe des clubs champions. Rapidement, la compétition, qui réunit les champions des différents championnats du continent, va devenir une référence dans le football mondial, couronnant tour à tour les clubs des plus grandes capitales européennes, Madrid avec le Real, Lisbonne avec Benfica, Milan avec l'Inter et l'AC, ou encore Glasgow avec le Celtic. Pourtant, si la C1 est une invention parisienne et a vu le jour à Paris, dans les locaux du journal L'Équipe, aucun club de la capitale française n'y brille ou n'y participe même. Et la raison est simple, puisque les années 60 vont en fait voir la disparition des clubs parisiens au plus haut niveau du football, avec les relégations en D2 du RC Paris puis du Stade Français, deux clubs qui ne retrouveront jamais l'élite du football. Mais en 1969, les choses vont changer. Dans un Paris en pleine modernisation, en plein travaux de modernisation, le mythique mais non moins vieillissant Parc des Princes, alors utilisé pour des événements de football, de cyclisme, de rugby ou encore de boxe, est détruit afin de laisser place à la construction du périph' parisien. Néanmoins, sa destruction est suivie d'une reconstruction du stade au même endroit, une reconstruction qui veut faire du Parc des Princes l'un des stades les plus beaux, les plus modernes et les plus novateurs d'Europe. En fait, la mairie parisienne veut utiliser ce stade et sa grandeur pour montrer au reste de l'Europe la puissance parisienne, pour en faire tout simplement une vitrine sportive. Or vous l'aurez compris, le problème à Paris, c'est que malgré la passion totale des Parisiens pour le football, ainsi qu'un projet fou avec le Parc des Princes, eh bien aucun club n'est à la hauteur de ses ambitions. Si bien que début 1969, la mairie de Paris va rapidement prendre la décision de créer un club parisien ex nihilo, une décision prise conjointement avec l'État et la Fédération française de football. Alors vous me direz pourquoi la Fédération française a décidé de créer un club à Paris? Eh bien c'est tout simple, la FFF avait tout simplement un intérêt très important à voir l'émergence d'une grande équipe dans la capitale, qui est un bassin de population très important, dans le sens où l'émergence de cette équipe irait dans le même sens qu'un accroissement de la visibilité, et donc de la popularité du championnat de France de football. Mais bref, si la décision de créer un club est prise, un défi majeur se pose alors: comment créer un club de football de toutes pièces, et surtout comment légitimer sa création au-delà de la simple décision politique, afin de créer un véritable engouement autour de l'équipe. Les différentes parties prenantes vont ainsi réfléchir à ces questions pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que le président de la Fédération française de football, Jacques Georges, ait une idée inédite dans le football. Il décide d'organiser un référendum populaire à Paris. Cette consultation sera matérialisée par un petit bout de papier. En gros, il va faire appel aux Parisiens en leur demandant premièrement s'ils souhaitent voir la naissance d'un club dans leur ville, et deuxièmement, si oui, quel nom ce club devrait-il porter. Bah oui, moi j'aime bien cette animation, j'aime bien ça. Ainsi, en février 1969, ce scrutin est organisé et les résultats vont être sans appel, puisque 60 000 personnes vont y répondre à la positive. Un nom de club va d'ailleurs ressortir du lot, le Paris Football Club. L'histoire est alors en marche. Car face à cet engouement populaire, la Fédération française de football décide de créer dans la foulée un comité de direction du club, un comité qui va être chargé de réfléchir à la création de l'entité, à son financement, etc., etc. Et pour être sûr que les choses vont être bien faites, eh bien le président va nommer plusieurs pointures de l'époque, que ce soit dans le foot mais aussi dans l'entrepreneuriat, pour rejoindre ce comité et aider à la création du club. On y retrouve ainsi Pierre-Étienne Guyot, vice-président du Racing Club de France, Jacques Godet, fondateur du journal L'Équipe, Jacques Ferrand, rédacteur en chef de L'Équipe, et enfin Guy Crescent, un entrepreneur au réseau tentaculaire. Bref, rapidement le comité va se mettre au travail, mais encore une fois, il va faire face à un enjeu majeur: comment capitaliser sur l'engouement populaire qu'avait créé le référendum quelques mois plus tôt, ou pour dire plus simplement, comment impliquer dans le projet les futurs supporters. Les 5 hommes ont beau se creuser la tête et retourner la question dans tous les sens, aucune idée pertinente ne leur vient à l'esprit. Si bien que presque désespéré, Jacques Ferrand, qui a travaillé à la création de la Coupe des clubs champions, dont le Real remporte les 5 premières éditions, un homme qui est donc très proche du président madrilène Santiago Bernabéu, eh bien il va tout simplement décider de convier le président madrilène à une des réunions du comité pour avoir son opinion sur la question. Courant 69 donc, les dirigeants parisiens vont s'entretenir avec Bernabéu, qui va leur présenter un modèle alors inexpérimenté en France, mais qui conviendrait parfaitement au projet, celui des socios. En effet, quoi de mieux pour l'ancien club que de le faire autour d'un ancrage populaire fort, offrant qui plus est un apport économique non négligeable. Ne comptez que sur vous et sur l'amour des Parisiens. Commencez au plus bas, comme nous l'avons fait, et un jour peut-être, nous retrouverons-nous face à face au plus haut.
C'est par ces mots que Santiago Bernabéu aurait conclu, selon la légende, une réunion qui séduit immédiatement les dirigeants parisiens. C'est décidé, une contribution populaire sera lancée, avec pour but d'impliquer les fans du club dans sa création, tout en récoltant des fonds. Le 1er février 1970, la campagne de communication Le Grand Départ est ainsi lancée. Le club propose alors à ses supporters de devenir des associés, des socios, à travers des bulletins d'inscription comme ceux-ci, pour 25 francs seulement. En plus des affiches qui tapissent Paris, la campagne va être aussi largement relayée par les médias, comme l'équipe mais aussi et surtout Europe 1, qui fait même spécialement revivre pour l'occasion l'émission Vous êtes formidable de Pierre Bellemare. Vous êtes formidable. Pour vous en convaincre, L'implication des journalistes d'Europe 1 est d'ailleurs telle qu'alors que le temps est pluvieux sur la capitale, eh bien le présentateur météo va mentir sur les prévisions de la journée pour inciter les Parisiens à sortir de chez eux afin qu'ils souscrivent à un abonnement. Bref, la campagne médiatique va être un véritable succès et va se traduire par un engouement populaire presque inattendu. Il fallait 10 000 associés au minimum pour que le Paris Football Club puisse démarrer sur des bases solides. Ce chiffre de 10 000 a été atteint ce soir et M. Guyot et Cressan sont très satisfaits, je crois. Grâce à l'idée de Santiago Bernabéu, c'est ainsi près de 842 000 francs de l'époque qui sont récoltés, une somme énorme à l'échelle du football à l'époque, offrant une assise financière et économique nécessaire à la création du club, mais aussi et surtout une fidélité déjà des supporters. Mais maintenant que le club a une légitimité, un nom, des finances et des fans, il lui manque désormais la chose la plus importante, un effectif et une place en championnat. Or Guy Cressan, alors vice-président du club, a un objectif clair et ambitieux, il veut que l'équipe débute directement en première division, ce qui implique donc la fusion avec un club de l'élite du football français. Et si Rouen puis Sedan, tous deux en D1 sont alors sondés, aucun accord ne va être trouvé, si bien que 3 mois seulement après le début de la campagne d'adhésion, les médias vont déjà annoncer la mort-née du projet, tandis que les dirigeants, dos mûrs, sont eux aussi très pessimistes sur l'avenir du club. Ils réunissent d'ailleurs, dans la foulée des échecs des négociations avec Rouen et Sedan, les représentants des supporters pour leur annoncer tout simplement la fin du rêve, une annonce que les socios vont catégoriquement refuser. Pour eux, il faut absolument trouver un club avec lequel fusionner, et ce même si ce dernier se trouve en D2. Face à l'engouement des supporters qui va les remotiver, les dirigeants vont finalement trouver un partenaire parfait, le stade Saint-Germanois. Situé à Saint-Germain dans la banlieue parisienne, l'équipe vient en effet tout juste d'être promue en D2, mais fait face tout de même à une très grande fragilité économique qui encourage donc fortement ses dirigeants à sauter sur l'opportunité d'une fusion, une fusion qui a lieu le 10 juin 1970. C'est donc officiel, le Paris Saint-Germain voit le jour. Composé de joueurs amateurs, l'équipe voit pourtant ses dirigeants afficher des ambitions XXL, puisque l'objectif annoncé au début de saison est clair, une promotion en première division dans les 2 prochaines années. Pour s'en donner les moyens, l'attaquant de l'équipe de France, alors joueur de Liège, David Lebar, est recruté et fait venir dans la foulée certains de ses coéquipiers en équipe de France, comme Jean Djorkaeff, alors capitaine de l'OM et des Bleus. En tout, pas moins de 6 joueurs professionnels viennent renforcer l'équipe, une équipe qui réalise une première saison de haut vol, obtenant même sa montée à l'issue du refus de l'US Quevilly d'être promu en D1. Ainsi, moins de 2 ans seulement après que Santiago Bernabéu ait soumis aux dirigeants l'idée qui deviendra le socle de la création du PSG, et bien le club rejoint l'élite du football français, une ascension à vitesse grand V.